Bonjour et merci d'être venu à cette session de découverte du Shadow Dome. Ou alors c'était pour trouver un endroit un peu calme pour manger votre sandwich. Bon appétit. Je m'appelle donc Romain Linsola, je travaille pour la Société Générale, stand au début de l'espace exposant si vous voulez venir nous voir. Je suis leader technique d'une équipe qui est dédiée au développement front-end. Et donc moi je viens vous parler du Shadow DOM. Donc normalement le Shadow DOM, il y a le mot DOM qui doit à peu près vous parler, en tout cas si vous avez fait du développement web. Document Object Model, c'est une interface sur laquelle vous allez pouvoir utiliser des scripts pour modifier le contenu, le style de votre document, généralement votre page web. Par contre, il y a le mot Shadow qui peut vous perturber. Vous en avez peut-être entendu parler ou pas, mais vous n'avez pas forcément quelque chose à mettre, une définition à mettre en face de ça. Mais avant qu'on rentre concrètement dans le sujet, il faut parler un petit peu des Web Components parce que c'est très lié à ça. Les Web Components, c'est un ensemble de standards du W3C, donc le World Wide Web Consortium, qui définit pas mal de choses, de standards du web. Donc ces quatre standards sont le HTML template, les custom elements, les HTML import et bien entendu le Shadow DOM. L'ensemble étant destiné à vous permettre de créer vos propres balises HTML et bien évidemment de fournir l'implémentation. Donc le Shadow DOM, dans cet ensemble des Web Components, a essentiellement deux rôles. Le premier, ça va vous permettre d'isoler le DOM de votre composant web, donc de façon à cacher un petit peu l'implémentation du reste de votre page, et également de permettre de contrôler le CSS que vous définissez dans votre Shadow DOM, enfin dans votre composant web, pardon. L'idée étant que comme vous allez être hébergé sur une page, vous n'avez pas forcément envie que la page vienne changer l'aspect visuel de votre composant, tout comme la personne qui va utiliser votre composant n'a pas forcément envie que vous changiez sa visualisation parce que vous avez créé peut-être des classes un peu trop classiques ou non classiques. Donc ça va vous permettre de contrôler cela. Au niveau API, c'est assez simple. Je prends un élément de mon document, ici ça peut être un div par exemple, et je vais lui faire un attach shadow. Alors peut-être que vous avez entendu parler il y a quelque temps du Shadow DOM et pour vous ça va vous rappeler une autre fonction qui s'appelait create shadow root. Ça c'était de la V0, moi je ne parle que de la V1, la V0 étant déjà obsolète. Et la V1 de toute façon n'est même pas encore, elle est encore en statut draft sur les standards. Donc, alors vous voyez c'est très simple, j'ai juste créé un shadow root sur mon élément et ensuite je vais lui rajouter des enfants et donc le div qui se trouve à la troisième ligne qui a un petit texte, c'est le Shadow DOM de mon composant. Alors vous voyez, il y a effectivement un mode que je suis obligé de fournir. En gros, il existe en deux façons, mode ouvert et mode fermé. C'est à peu près la même chose, il y a une différence notable quand même, c'est quand vous créez un Shadow DOM qui est cloisonné, vous ne pourrez pas par la suite revenir sur ce shadow root via par exemple la propriété shadow root de votre élément qui est donc le shadow hôte, le hôte. Donc c'est à peu près la seule différence. Donc ça vous permet par exemple d'éviter que des scripts viennent modifier le contenu de votre composant web. Une autre fonctionnalité intéressante, c'est ce qu'on appelle les slots. En V0, ça s'appelait les contents, maintenant ça s'appelle les slots. Ça va vous permettre de faire de la composition. Donc admettons qu'on va faire un composant très simple qui est une carte avec un titre et un contenu. Moi je veux fournir ce composant web à des gens et bien évidemment j'ai envie qu'ils puissent paramétrer ce qu'ils vont mettre dans le titre et ce qu'ils vont mettre dans le contenu. Donc ça se fait par les slots. Donc à gauche, vous voyez mon composant web. Je vais lui indiquer par la balise slot, éventuellement avec un titre, un name, pardon. Et dans l'utilisation que va faire le développeur de mon composant web, donc par exemple, je l'aurais appelé mycard, il va pouvoir dire, ben moi ici j'ai un div avec un slot title, et ce qu'il va tout simplement faire, donc c'est le contenu. Donc ici c'est mon titre en gras, il va être inclus directement dans le div de la classe header. Donc jusque-là, ce sont des choses relativement simples. Alors, concrètement, si on prend un exemple un peu plus concret ici, je vais avoir donc ma fameuse carte. Donc là, il n'y a aucune magie, c'est du HTML pur et du CSS, bien entendu. Donc vous avez bien évidemment le header, le contenu. Alors ce que je vais faire, la deuxième étape, c'est que je vais commencer à créer un web component. Donc là, je vais utiliser les custom elements et le HTML template. On n'est pas du tout encore rentré là dans le Shadow DOM. Donc vous voyez, donc là, en haut à gauche, c'est toujours le même en HTML que je vous ai présenté juste avant. En bas, c'est le web component. Donc vous pouvez voir qu'effectivement, je vais. Alors le développeur en lui-même, il va utiliser mycard. Et moi, je vais avoir un template. Donc ça, c'est en gros, si vous voulez, le contenu HTML de mon web component.
Donc j'ai fait un copier-coller de ce que j'avais juste à l'étape d'avant. Et après, je vais, grâce au custom element, donc au standard custom element, je vais dire à mon navigateur, si jamais tu vois myCard, la balise myCard, le tag HTML myCard, eh bien l'implémentation qui en est faite, c'est une classe, donc ici c'est une classe en ES6. Là-dessus, juste pour information, là je suis sur un Chrome, à peu près dernière version, j'ai aucun polyfill, hein, tout est supporté nativement. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les navigateurs, bien entendu. Donc là, hein, le code, il est très simple. Je récupère le contenu du template, je l'inclus dans le contenu de mon myCard. Donc là, aucun problème. Même chose, je rajoute une toute petite ligne, et là où je crée justement mon Shadow DOM, et donc là, bon, je l'ai en mode ouvert, mais ça ne changerait rien. Vous voyez tout de suite que visuellement, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est tout simplement les classes CSS qui sont card header, card block. Ces classes CSS sont définies sur ma page HTML. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'un des buts, c'est de cloisonner la portée du CSS. Donc, on voit bien qu'effectivement, mon web component n'est plus impacté, maintenant qu'il utilise un Shadow DOM, n'est plus impacté par le CSS de la page. Donc ça, c'était l'une des choses que l'on souhaitait. Donc tout simplement, ce que je vais faire, c'est que dans la partie template HTML, je vais lui rajouter le style. Alors j'ai copié-collé le style qu'il y a dans ma page. J'ai fait deux petites modifications par-ci par-là. Par exemple, je lui ai donné une couleur rouge pour vous montrer qu'il y a une vraie différence. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, la carte qui a été créée en HTML classique a gardé sa couleur bleue parce qu'elle n'est tout simplement pas impactée par les modifications CSS que j'ai définies dans mon Shadow DOM. Donc là, on a effectivement mis en lumière l'encapsulation du CSS. Donc je vous ai parlé il y a 2-3 minutes du principe des slots. Donc là, ça va être la même chose. Je vais définir dans mon template des endroits où je vais pouvoir un peu transcluder, hein, si vous avez fait de l'AngularJS par exemple, je vais pouvoir mettre certains éléments dans mon... je vais pouvoir définir certains éléments où l'utilisateur va pouvoir définir ce qu'il a envie de voir. Donc ici, j'ai par exemple le slot title. Je peux mettre une valeur par défaut. Si jamais il ne met pas de titre, j'aurai cette valeur-là, enfin, cette valeur ou ce code HTML. Et l'utilisateur, le développeur, ce qu'il fait lui, c'est tout simplement définir myCard. Et à l'intérieur de myCard, il va dire je mets un div avec un slot qui est title, qui va donc venir à la place de l'entitre. Et ensuite, le reste, il va tout simplement être pris là où il y a un slot sans nom. Et voilà le résultat. Après, on peut se dire, moi je crée une carte, j'ai envie potentiellement que l'utilisateur de mon composant puisse avoir une certaine liberté, mettons dans le titre, de la couleur du titre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que dans mon Shadow DOM, je vais lui indiquer un background color avec une var, un nom de variable, donc qui s'appelle --header color, et une valeur par défaut. Donc ça, bien évidemment, vous connaissez tous le code RGB du rouge Société Générale. Donc, ce qui est bien évidemment la valeur par défaut. Mais là, dans mon cas, la personne, dans son CSS de sa page, a dit, moi, la valeur header color, je la mets à bleu. Et donc, forcément, la couleur qui est définie par l'utilisateur prévaut sur celle que j'ai définie en variable. Donc voilà, ça vous permet justement de permettre une certaine customisation que vous contrôlez, cela dit, sur votre CSS. Alors, bien évidemment, j'ai parlé d'un standard, en plus en draft. Donc la question qui se pose, c'est quel est le support des navigateurs. Donc là, je vous ai montré quelque chose en Chrome, donc Chrome sans polyfill, donc ça marche très bien. Bien évidemment, tous vos utilisateurs ne sont pas sur la toute dernière version de Chrome. Donc vous voyez qu'il y a encore un peu de rouge, Firefox, IE aussi, enfin Edge. Donc bien évidemment, là, on va faire appel à ces fameux polyfills. Polyfill, pour rappel, c'est un ensemble de fonctions qui vont me permettre de simuler une fonctionnalité qui n'existe pas nativement, en tout cas dans mon navigateur. Ça a été le cas à l'époque quand le HTML5 venait de sortir, avant que tous les navigateurs comprennent vraiment toutes les balises. Il s'est passé du temps, donc on voulait quand même en bénéficier, donc on faisait appel à des polyfills. Toutes les web components, les 4 standards dont je vous ai parlé, bien évidemment ne sont pas supportés nativement par tous les navigateurs. Donc là également, il y a des polyfills. Alors là, il y a un
petit problème par contre sur les polyfills, c'est que normalement on veut rajouter quelque chose au navigateur, là on veut restreindre le navigateur. C'est-à-dire que quand on arrive sur un élément qui porte un shadow DOM, on n'a pas envie par exemple avec le script de pouvoir lui faire naviguer au sein des enfants, des nœuds enfants. Donc il faut finalement aller taper directement sur des fonctionnalités un peu classiques, basiques du JS quand il s'agit de la manipulation du DOM. Par exemple les node lists, les fonctions comme first child, last child, etc. On veut finalement les changer. Et ça, c'est quelque chose qui est très complexe à développer, qui va induire un certain nombre de problèmes de performance. Et donc, du coup, il y a, ceux qui ont fait justement les polyfills de Web Component ont, plutôt que de faire un vrai polyfill Shadow DOM, on fait un Shady DOM. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va à peu près s'approcher du standard, mais qui se permet quelques petites libertés, ce qui permet du coup d'avoir quand même les fonctionnalités principales du Shadow DOM, mais comme c'est beaucoup moins invasif, ça va être aussi beaucoup plus performant. Alors dans la vraie vie, les Shadow DOM, on va les retrouver sur, par exemple, le projet Google Polymer, donc un très bon projet qui vous permet de faire des web components par Google. Alors aujourd'hui, la V1 qui est en production ne se base pas sur le Shadow DOM, mais justement sur ce fameux Shady DOM. La V2 qui est en cours de travail, elle se basera par contre sur le vrai Shadow DOM. Angular, donc là je ne parle pas d'Angular JS, donc version 1, je parle d'Angular 2, 4 et ainsi de suite, peut le supporter. Il suffit de définir dans votre component le mode d'encapsulation de façon native, et si votre navigateur bien évidemment le supporte, le template de votre composant sera fait en Shadow DOM. Après, React Vue.js, à ma connaissance en tout cas, il n'utilise pas du tout le Shadow DOM. Par contre, vous pouvez, si vous avez vraiment besoin vous le voulez, pardon, vous pouvez avoir des librairies ou des modules tiers qui peuvent le supporter. Aurelia a un support natif, mais je pense que lui, il va tout simplement mourir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne pense pas qu'il va vraiment vivre longtemps. Mais effectivement, c'était un de ses avantages, c'est qu'il essayait d'être très proche du standard et donc forcément, il s'appuie sur le Shadow DOM. Alors, si on récapitule un petit peu rapidement, les avantages qu'on a ici du Shadow DOM, c'est qu'on va avoir un mécanisme de composition, on va avoir un vrai cloisonnement du CSS, ce qui est pratique quand vous fournissez des composants web un peu partout. Et puis, c'est quand même le Web Component, c'est quand même un standard du W3C, donc on peut imaginer que petit à petit, ça va être de plus en plus présent, de plus en plus supporté. Mais justement, c'est le problème aussi, c'est qu'aujourd'hui, le support n'est pas super génial sur certains navigateurs. Et comme on vient de le voir aussi, les polyfills n'ont pas forcément toutes les fonctionnalités qu'on attend d'eux. Autre chose aussi, c'est que comme forcément ils cloisonnent le CSS, si vous mettez par exemple à créer des composants qui se basent sur, mettons, un Bootstrap, vous avez bien évidemment beaucoup de CSS communs dans Bootstrap, et ça potentiellement vous aimeriez pouvoir le partager entre vos composants web, et l'encapsulation fait que normalement c'est un petit peu compliqué. Alors heureusement, si vous externalisez ce CSS, les navigateurs récents ont assez d'intelligence, en tout cas, pour comprendre que vous réclamez la même ressource et la faire partager. Mais ça reste quand même des petits problèmes à gérer. Et puis si jamais ce qui vous intéresse avant tout dans le Shadow DOM, c'est l'encapsulation du CSS, vous avez des solutions beaucoup moins intrusives et beaucoup plus faciles à mettre en place, comme par exemple le CSS module. Donc voilà, je vous remercie, on arrive à la fin de la présentation. Il me reste une petite minute si vous avez des questions. Et sur ma présentation sur GitHub, vous avez quelques liens qui vous permettront de retrouver toutes ces informations, les comparatifs V0, V1, etc. Eh bien, je vous remercie.